Bonjour à toutes, bonjour à tous pour cette nouvelle conférence de fin de semaine qui, je le rappelle, sont diffusées les vendredis désormais à 17h30 sur notre chaîne YouTube. Nous allons, en partenariat avec les hôpitaux universitaires de Strasbourg, faire le point sur les connaissances actuelles liées à la réponse immunitaire des individus face à cette fameuse Covid-19 qui continue à tant nous préoccuper dans la communauté internationale avec son lot d'infections et toutes ces incertitudes qui en découlent. Au travers des travaux les plus récents et de leurs publications, nous allons, je l'espère, découvrir avec notre invité un état des lieux en espérant des réponses à des questions telles que, par exemple, sommes-nous tous égaux face à l'immunité? Une immunité collective, est-ce vraiment possible? Est-il vrai que les femmes sont mieux immunisées que les hommes? Quid de l'annonce assez récente d'une immunité qui ne durerait que 2 mois pour les cas modérés? Ce sont quelques questions comme cela à la volée. Notre invitée, plusieurs d'entre vous la connaissent déjà sans doute, puisqu'elle nous avait déjà fait l'honneur d'intervenir sur la Covid au courant de l'automne dernier. Et nous avons donc le plaisir d'accueillir à nouveau Samira Fafi-Kremer, directrice de l'Institut de virologie des hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui était également chef de service du laboratoire de virologie, professeur des universités franco-marocaines, qui baigne, si j'ose dire, dans le domaine de la santé depuis quasiment 23 ans. Et bonjour Samira. Bonjour Jean-Yves, merci beaucoup pour cette invitation. Et surtout, merci de nous accorder un peu de votre temps dans ce contexte assez difficile pour venir nous expliquer plein de belles choses dans une conférence qui est placée sous le signe de la Journée internationale des femmes et filles de sciences, le 11 février, une journée instaurée en 2015 et pour laquelle le Jardin des Sciences, vous le savez, s'est impliqué assez tôt par ses actions publiques, telles que des rencontres récurrentes avec des femmes chercheurs et avec également une exposition sur ce sujet, femmes en Alsace et ailleurs. En cette période de Covid, vous êtes, je pense, une des illustrations de la place de la femme dans nos laboratoires, notamment ici en biologie, et de l'implication des femmes, puisque cette journée est vouée à la Covid, pour combattre et prévenir ce malheureux virus. Euh, c'est en ce sens que, je pense, votre action a été reconnue assez récemment, puisqu'il y a une nouveauté depuis le mois d'octobre où nous nous sommes vus la dernière fois, c'est que vous avez la chance d'être promu dans l'ordre des chevaliers de la Légion d'honneur. Donc encore toutes nos félicitations. Voilà, je ne vais pas être Merci plus long. beaucoup. Et on va vous écouter et essayer d'en savoir un peu plus sur cette fameuse immunité dont on parle tant. Alors, où en sommes-nous, Samira? C'est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Yves. Je suis effectivement très contente de revenir pour les conférences des Jardins des Sciences et en particulier aujourd'hui la journée de la femme dans la science. Mais j'espère que l'homme, effectivement, elle est tout le temps de la science depuis très longtemps. Peut-être qu'on reconnaît notre travail un peu plus, mais j'espère qu'on fera plutôt le lien avec la science et l'humanité, et pas forcément en fonction des sexes. Et d'ailleurs, je, le sujet d'aujourd'hui, on va le voir tout à l'heure, il y a peut-être quand même une différence entre hommes et femmes. Si elle n'existe pas dans la science, elle existe peut-être ailleurs. Et je vais donc aborder le sujet d'aujourd'hui qui est l'immunité le Covid. Est-ce que nous sommes égaux face au Covid? Alors, comme vous savez, depuis le début de la pandémie, le, depuis le début de la pandémie, on a observé qu'il y avait différentes formes de Covid-19, puisque ça a commencé par des patients qui étaient hospitalisés. Certes, pour la plupart étaient des personnes âgées et qui souvent étaient infectées par le SARS-CoV-2, nécessitaient une hospitalisation, voire une réanimation, même parfois certaines personnes décédées. On a vu aussi des personnes qui faisaient seulement des formes modérées ou des formes légères. Et même au fur et à mesure qu'on avançait dans la pandémie, et on a observé qu'il y avait des personnes qui étaient infectées par le virus et ne présentaient aucun symptôme. À côté de ça, on a vu également, avec les données épidémiologiques,
qu'il y avait une différence dans la survenue de la maladie entre l'homme et la femme. En effet, quand on regarde déjà les données depuis le début de la pandémie jusqu'au 14 janvier de cette année, on voit que dans le graphe ici, il représente les cas confirmés de Covid-19. Donc en bleu, ça correspond aux données, aux chiffres observés chez les hommes. En violet, ça correspond aux chiffres observés chez les femmes. On voit déjà qu'il y a une certaine variation au niveau en fonction de l'âge, mais surtout en fonction du sexe. On voit qu'ici, les femmes se testent plus souvent, il y a plus de cas confirmés chez les femmes. En revanche, quand on regarde le nombre de décès liés au Covid-19, donc certes, ce sont surtout les personnes âgées qui meurent du Covid, mais vous voyez bien que ce sont surtout les hommes qui meurent du Covid. Et d'ailleurs, il y a 2,23% d'hommes qui meurent du Covid contre seulement, entre guillemets, 1,36% des femmes. Et ces différences entre hommes et femmes ont été confirmées dans le monde entier. Donc, c'était des données observées en France que je vous ai montrées en premier. Et on voit ici, ce sont les données observées dans au moins jusqu'à 131 pays. Et on voit que pour 10 femmes contaminées, eh bien, il y a eu 20 hommes qui étaient en réanimation contre seulement 10 femmes. Et pareil, pour le nombre de décès, pour 10 femmes mortes, il y avait 15 hommes qui mouraient du Covid-19. Et ces différences, pour essayer de comprendre ces différences, il faut aller voir l'histoire naturelle de la maladie. Et c'est ce qu'on va aborder ensemble. Avant de commencer l'histoire naturelle de la maladie, on va voir d'abord le virus. Le virus, c'est ce que vous voyez ici, ce virus, c'est le SARS-CoV-2. Vous voyez qu'à la surface, il y a une sorte de picot, c'est ce qu'on appelle la protéine S. Cette protéine S qui est à sa surface, c'est le sésame qui va lui permettre d'infecter les cellules, d'entrer dans la cellule. Et là, vous avez la cellule qui va être infectée par le virus. Elle contient une sorte de serrure. Ce sont des récepteurs. Il faut savoir qu'une cellule, on ne peut pas entrer facilement. Pas n'importe quel agent pathogène va entrer dans une cellule. Il faut que cet agent pathogène puisse reconnaître le récepteur, une sorte de clé et serrure qui vont interagir pour que le virus puisse entrer dans la cellule. Ensuite, une fois dans la cellule, vous savez qu'un virus, tout seul, il ne peut rien faire. Il a absolument besoin d'une cellule pour pouvoir se reproduire. Et là, donc, je vous ai mis ici l'infection des cellules épithéliales des voies respiratoires hautes. Donc, quand le virus entre à peine dans le niveau de la mucose nasale, et là, vous avez une illustration de l'infection des cellules pulmonaires au niveau des poumons. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une cellule qui est infectée par le virus? Eh bien, le virus va déverser tout son matériel génétique, il va produire des protéines, il va inonder la cellule de son matériel, et il va utiliser la machinerie cellulaire, il va contourner toute la machinerie cellulaire à son avantage pour pouvoir produire des virus, de nouveaux virus qui vont induire ensuite la destruction de la cellule. Et face à ça, notre corps va développer une réponse immunitaire pour se défendre, pour éliminer le virus. Cette réponse immunitaire, on va la schématiser de manière très simple. Il y a deux bras de réponse immunitaire. Il y a la réponse immédiate, qui est la réponse innée, qui va survenir très vite dès que l'agent pathogène, ici le virus, pénètre dans la cellule. Elle va s'activer dans les heures qui suivent l'infection. Et ensuite, si elle n'est pas suffisante, il y a l'autre réponse immunitaire qui est basée à la fois sur une réponse cellulaire T qui va détruire les cellules infectées et sur une réponse humorale basée sur les anticorps qui vont détruire le virus. Et alors, on revient maintenant à l'histoire naturelle pour pourquoi certaines personnes vont rester asymptomatiques et pourquoi d'autres ils vont aller jusqu'à la réanimation, voire le décès à cause de la Covid-19. Donc, on revient toujours à la pénétration du virus dans l'organisme par les voies respiratoires hautes. Donc, comme je vous ai dit, le virus, son objectif, c'est d'aller
trouver la cellule qui va lui permettre d'entrer pour utiliser sa machinerie cellulaire pour se reproduire. Et à cette étape-là, certaines personnes sont capables d'éliminer le virus tout de suite et sans laisser le virus aller plus loin. Et c'est probablement ceux-là qui ne développent pas de symptômes après une infection. Donc la réponse immunitaire qui est représentée par 2 parties. La première qui est la réponse immunitaire immédiate, qui survient dès que le virus pénètre dans l'organisme, qui est la réponse innée et qui survient dans les heures qui suivent l'infection. Et puis, cette réponse innée, elle est suivie de ce qu'on appelle une réponse immunitaire adaptative, qui est basée à la fois sur la réponse cellulaire T, ce sont des cellules cytotoxiques qui vont tuer les cellules infectées pour éviter l'infection. Et puis, il y a également la réponse humorale qui est basée sur les anticorps qui, elle, va attaquer les virus et pour les éliminer. Maintenant, si on regarde ce qui se passe en vie réelle, pour, voir la différence entre les différentes formes asymptomatiques, modérées et sévères, quand le virus pénètre dans l'organisme par les voies respiratoires, on le voit ici. Donc son seul objectif, c'est d'aller retrouver la première cellule qui va lui permettre d'entrer pour pouvoir se reproduire. Et ces cellules, ce sont les cellules épithéliales de notre muqueuse nasale. Donc le virus va reconnaître ces cellules par le récepteur, il va commencer à se multiplier. Sauf que certaines personnes ont la capacité d'éliminer le virus dès cette étape-là. Et ces personnes-là, ce sont celles qui ne vont pas développer de symptômes. On les appelle les personnes asymptomatiques. Donc après, à côté de cette partie de la population, il y en a d'autres qui ne vont pas pouvoir éliminer le virus tout de suite. Et donc le virus va se propager cette fois-ci vers les poumons où il va infecter des cellules qui le laissent entrer, qui sont permissives, qui sont cette fois-ci principalement les pneumocytes de type 2, qui elles aussi contiennent le récepteur qui est reconnu par la protéine de surface. Alors, quand ces cellules sont infectées, là aussi, le virus se multiplie et il va entraîner une destruction des cellules pulmonaires. Et cette destruction va faire un appel à toute la réponse immunitaire, donc cellulaire, les anticorps, inflammatoires. Et donc, cette petite inflammation va entraîner une pneumopathie. La plupart des gens vont pouvoir guérir à cette étape-là. Et donc, on parle de maladies légères à modérées. En revanche, et malheureusement, une partie de la population, en particulier les personnes âgées, peuvent voir leur état se dégrader, et ceci parce que leur réponse immunitaire est probablement incapable d'éliminer le virus. Donc, on assiste à une hyperinflammation, et on va voir tout à l'heure pourquoi, avec une destruction cellulaire et un cercle vicieux qui s'installe. Alors, pour schématiser ce qu'on a vu chez les personnes asymptomatiques et faire le corollaire avec la réponse immunitaire et en se basant sur toute la littérature, qui a été, qui a été publiée récemment, eh bien, on sait maintenant que les personnes asymptomatiques ou qui ont une forme très légère, du SARS-CoV-2, il y a un des facteurs qui favorise cette forme, c'est le fait d'avoir acquis ou d'avoir, attrapé une petite quantité de virus, donc on parle de faible inoculum viral. Et on sait également que ce sont les personnes jeunes, de bonne santé, qui font ces formes asymptomatiques. Alors qu'est-ce qui se passe? Là, vous voyez, ce sont les cellules épithéliales. Eh bien, dès qu'elles sont infectées, les protéines du virus vont, le fait que le virus se réplique, ça va réveiller le signal de la réponse immunitaire et on va avoir une production très importante de ce qu'on appelle l'interféron de type 1. L'interféron de type 1, c'est une molécule qui est produite par notre organisme, c'est un antiviral. Et sa fonction, c'est détruire les virus. Donc, cet interféron de type 1, les cellules épithéliales infectées peuvent le produire, mais malheureusement, les protéines du virus, souvent, elles vont bloquer cette production. Mais heureusement qu'il y a d'autres cellules d'immunité qui sont les cellules dendritiques plasmacytoïdes qui sont capables de produire des très fortes quantités de cette molécule antivirale. Et c'est grâce à ça que les personnes arrivent à éliminer le virus de manière efficace. Donc, on voit que la réponse immunitaire innée joue son rôle d'antiviral avec un fort
une forte capacité de l'éliminer le virus et ou pas peu ou pas de symptômes. En revanche, quand les personnes, attrapent une forte quantité de virus ou bien les personnes sont âgées ou ont des comorbidités, eh bien, quand, le virus pénètre dans la cellule, il ne il leur immunité innée n'est pas capable de produire une, quantité d'interférents de type 1 assez importante, où cette production, elle est retardée. C'est ce qu'on observe chez ces gens-là. Il y a d'autres cas où, des études génétiques, réalisées notamment par l'équipe de Casanova, c'est une équipe franco-américaine, qui a montré que les personnes ont des mutations génétiques ou, ont des auto-anticorps qui vont entraîner une absence, qui vont empêcher la production de l'interféron de type 1. Et c'est cette production retardée ou l'absence de production de l'interféron de type 1 qui fait que la réponse immunitaire innée de ces personnes, elle va être déséquilibrée et on va avoir une forte inflammation qui va s'installer chez ces personnes-là, un emballement et qui est en plus favorisé par la destruction continue des cellules et d'où la sévérité du Covid. Maintenant, donc on a vu que c'est il y a ces différentes formes de Covid sont dues à différents facteurs, l'inoculum viral, les comorbidités, l'âge et ça c'est au niveau de la phase aiguë. Maintenant, quand on est infecté, on sait que toutes les personnes, vont développer une réponse immunitaire et c'est une, publication très récente qui montre ça, et une publication intéressante dont les résultats sont illustrés dans cette diapositive. Donc cette publication montre que, pratiquement toutes les personnes, sont capables de développer une réponse immunitaire, contre le SARS-CoV-2 et cette réponse immunitaire, comme je vous ai dit, elle est basée sur la réponse humorale, anticorps et sur la réponse cellulaire T. Et ce qui est intéressant, c'est cette étude a montré que quand on est infecté par le Covid, on développe également des cellules mémoire, ces cellules mémoire qui sont capables de réactiver la production d'anticorps à distance de l'infection. Et là, donc, ce que vous voyez ici, c'est la cohorte qui a été étudiée. Dans cette étude, les chercheurs ont étudié la réponse immunitaire chez plusieurs personnes. Donc, il y avait des cas sévères, il y avait des cas modérés et des cas légers. Donc, ce que montre cette étude, c'est que on a tous une réponse immunitaire différente. Cette différence, elle est liée à la sévérité, mais pas que. Donc vous voyez que la majorité ont des anticorps, des lymphocytes T. Ceux-là en rose ont uniquement des anticorps et des CD4, mais n'ont pas de CD8. Et puis ceux-là, ils n'ont pas d'anticorps, ils n'ont que une réponse T. Et quand on regarde l'évolution de cette réponse immunitaire au cours du temps, ici à 6 mois, on voit qu'il y a toujours une disparité. Nous n'avons pas la même immunité contre ce Covid-19. On voit qu'il y a des personnes qui vont garder une très forte immunité humorale et cellulaire, et puis d'autres, même si c'est une minorité, vont perdre leurs anticorps au cours du temps. Alors, d'où vient cette différence? Certes, on sait qu'elle vient des différents facteurs de risque que je vous ai montrés, mais probablement aussi qu'elle est liée à la différence homme-femme. Alors pourquoi on s'intéresserait à cette différence homme-femme? Parce qu'il y a des arguments. En effet, on sait depuis longtemps que l'immunité entre l'homme et la femme en général est très différente. Et ces différences, on la voit déjà in utero, dans le ventre de la maman, où par exemple, les hommes ont une plus forte inflammation, ils sont plus susceptibles à l'allergie par rapport aux femmes. Et puis, on voit qu'à l'adolescence, là aussi, il y a donc un certain rééquilibrage dans la réponse immunitaire, mais la différence réapparaît très rapidement entre l'homme et la femme, où on voit que la femme a une réponse immunitaire «meilleure» entre guillemets par rapport à l'homme. Et comment s'expliquent ces différences? Eh bien, principalement par les chromosomes de l'homme et la femme. Donc, vous savez que la femme elle a deux chromosomes X, alors que l'homme il n'en a que un.
et on sait que le chromosome X comporte la majorité des gènes impliqués dans la réponse immunitaire. Alors certes, chez la femme, le deuxième chromosome X est inactivé, mais on sait que plusieurs gènes, je pense jusqu'à 15% des gènes, peuvent échapper à cette inactivation et donc peuvent faire la différence dans la réponse immunitaire entre l'homme et la femme. Et puis, il y a également l'histoire des hormones. On sait que l'ostradiol, c'est une hormone qui est justement qui favorise la réponse immunitaire chez la femme. D'ailleurs, après la ménopause, on voit que l'immunité de la femme, elle est plus fragile, euh, plus fragile qu'avant. Donc, en se basant sur ces données, donc notre équipe, mais également d'autres équipes, sont allées chercher de plus près s'il y avait réellement une différence entre l'homme et la femme, du point de vue anticorps d'abord. Anticorps ou réponse immunitaire innée. Donc ça, c'est un travail d'une équipe de Yale où ils ont comparé la réponse immunitaire innée entre l'homme et la femme chez des personnes qui ont eu une maladie légère et chez des personnes ici maladie légère et ici chez des personnes qui ont eu des maladies sévères. Alors ce qu'on voit, donc ce graphe représente la production de ce qu'on appelle des cytokines inflammatoires. Ce sont ces molécules qu'on va produire quand il y a une forte inflammation. Et ce qu'on voit, c'est que les hommes, dans les formes sévères, dans les formes de Covid sévères, vont produire plus de cytokines inflammatoires en comparaison aux femmes qui présentent la même forme de sévérité du Covid. Donc ça d'une part. Et d'autre part, donc ça c'est notre étude que nous avons réalisée à Strasbourg en collaboration avec les chercheurs de l'Institut Pasteur, où nous avons analysé cette fois-ci la réponse humorale, la réponse anticorps chez des personnels soignants qui avaient une maladie légère, donc qui ne nécessitait pas d'hospitalisation. Alors, ce que nous avons observé au début de l'infection, c'était autour de 1 mois après le début du symptôme, il y avait une différence au niveau du taux d'anticorps entre l'homme et la femme, puisque les hommes qui avaient plus de 50 ans et les hommes qui étaient un peu plus obèses avec un indice de masse corporelle supérieur à 25 avaient un fort taux d'anticorps au début de l'infection comparativement à la femme. Et ça, c'est probablement dû à la sévérité de la maladie qu'on observait plus chez les hommes. Enfin, sévérité entre guillemets parce qu'ils avaient quand même des formes légères. Ils avaient plus de symptômes pour eux. Ensuite, quand on a suivi l'évolution des anticorps chez l'homme et la femme, eh bien, ce qu'on a observé, c'est que euh, le, la, alors que les femmes, pour la plupart, gardaient un taux d'anticorps stable, ça baissait beaucoup moins vite que chez les hommes où on voyait une chute plus rapide du taux d'anticorps après les 6 mois. À côté de ça, une équipe de Yale, ils ont regardé également la qualité de la réponse cellulaire T cette fois-ci entre l'homme et la femme et sur une cohorte de personnes âgées. Et on sait que chez les personnes âgées, on dit toujours qu'il y a une immunosénescence avec une diminution de la réponse de la réponse immunitaire. Alors, ce qu'ils ont remarqué, c'est que entre l'homme et la femme, donc l'homme c'est en jaune et la femme c'est en violet, on voit que alors que et surtout dans ce graphe-là qui représente la réponse cellulaire T, alors que chez les hommes, on voit qu'il y a une baisse du nombre de lymphocytes T anti-SARS-CoV-2 avec l'âge. En revanche, chez les femmes, même en étant âgées, elles gardent une très bonne réponse T qui est meilleure que celle observée chez les hommes. Alors, en conclusion, on peut dire que la COVID-19 a mis en lumière les différences immunologiques déjà connues entre l'homme et la femme.
ces différences, avec d'autres facteurs environnementaux évidemment, contribuent aux variations de la sensibilité à la COVID-19. Donc, ce qu'on voit, ces différences entre hommes et femmes, et c'est là où on peut se poser la question sur la réponse au vaccin anti-Covid. Est-ce qu'il y a une différence de réponse entre l'homme et la femme? Sachant que on sait que pour certains vaccins, comme celui de l'hépatite B, celui de la grippe ou celui de la fièvre jaune, il a été démontré que la femme avait une meilleure réponse, et c'est vrai que ce serait intéressant de savoir, et je pense qu'il y a plusieurs études, dont celle de notre laboratoire, qui sont en train, d'investiguer, cette question. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je peux vous répondre à vos questions. Collaboration donc, si on vous écoute, la collaboration est assez étroite entre, les hôpitaux de Strasbourg et l'Institut Pasteur. Est-ce que le fait, d'assumer comme ça des collaborations transversales, est-ce que vous avez vu une évolution, pour mieux étudier, ces immunités? Est-ce que là, on est vraiment sur, un partage des recherches? Est-ce qu'on avance? Est-ce que par rap les vaccins, on parle beaucoup de se faire de la concurrence, qu'un tel ou un tel va sortir un vaccin avec tant de pourcents et cetera. Mais j'espère qu'en recherche, vous êtes tous, accordés pour bien partager, les recherches respectives. Oui, effectivement, je pense que c'est un des gros avantages, je dirais, de la COVID-19. Il y a eu des collaborations inédites, vraiment qui ont vu le jour, je dirais, principalement entre, les chercheurs à l'hôpital et les chercheurs fondamentaux. Si je parle déjà au niveau local, on n'a jamais eu autant de collaboration entre, les hospitaliers ou les hospitalo-universitaires et les universitaires, et j'espère que ça va durer. Ça, c'était vraiment très enrichissant, et on a eu, une aide, vraiment inestimable des chercheurs de l'université, notamment déjà pour, dans les équipements ou, comme vous savez, dans les moments difficiles pendant la covid, mais et surtout on a fait beaucoup de projets et on va continuer, j'espère. Il y a eu également donc, des collaborations, nationales, donc avec l'Institut Pasteur. On continue toujours à travailler avec eux, et c'est parti, je pense, pour durer, parce que, vous savez, quand on commence une étude, à chaque fois, le résultat, va ramener encore une autre question, et on continue, à étudier. Et puis, il faut savoir aussi que que si je parle que de ceux que je connais, des hôpitaux universitaires, strasbourgeois, ils ont tous collaborer avec, on a des projets internationaux, il y a eu des consortiums de réaliser, et heureusement que, il n'y a pas cette concurrence, en tout cas pas pour le moment, que c'est plutôt, positif, et on va plutôt vers, et que trouver le moyen de comprendre au mieux et au plus vite, cette maladie, et essayer, de trouver, une solution pour les différents problèmes qui se posent. Oui et dont en termes de vaccins, donc on sait que toutes les discussions qui sont encore en cours avec ces vaccins, ça amène peut-être une question à la chercheuse que vous êtes. Est-ce que, vous seriez optimiste pour la suite ou est-ce qu'on est encore vraiment dans le flou et qu'avez-vous à dire par rapport à cela? Je me rappelle, hein, quand vous êtes venu, au mois d'octobre, hein, c'est ça? On avait parlé de vaccins, vous nous aviez expliqué qu'un vaccin à mettre au point, c'était très long et que c'était bien difficile d'avoir, finalement des accords pour tel ou tel vaccin. Finalement, on les voit sur le marché. On ne pensait pas encore repartir sur, un reconfinement donc quel est votre sentiment là-dessus? Est-ce que vous sentez quand même, quelque chose d'optimiste, et autour de vous puisque vous avez l'habitude de voir aussi le terrain? Qu'avez-vous à nous dire Alors, un peu d'actualité par écoutez, rapport à ça? alors déjà, sur le vaccin, je suis extrêmement optimiste sur l'efficacité des vaccins, ça d'une part. Et puis, c'est vrai que, en octobre, quand vous dites, j'étais un peu sceptique, je me disais: «Mais comment?»
ils vont faire pour, d'abord, rapidement, commercialiser le vaccin et puis pouvoir le distribuer. Bon, il reste toujours cette logistique qui est difficile des vaccins qui doivent être conservés à -80. Il reste toujours aussi cette problématique d'approvisionnement où il n'y a pas encore assez de vaccins pour tout le monde. Mais déjà, on peut dire qu'on est très optimiste, au moins pour ces vaccins et pour leur efficacité, puisque, on a, si on les compare par exemple au virus de la grippe, les vaccins de la grippe des bonnes années, on a une efficacité à 60. Là, on a des efficacités à 95, ce qui est vraiment extraordinaire. Après, c'est arrivé cette question de variants. On peut se dire: «Oh là là, mais est-ce qu'on va refaire encore, d'autres vaccins?» Eh bien, je peux vous dire que là aussi, je suis très optimiste. Pourquoi? Parce que les études récentes qui ont, heu, qui ont, évalué l'efficacité, qui ont analysé la réponse anticorps, notamment des personnes vaccinées, ont montré d'une part que les personnes qui sont vaccinées produisent des taux d'anticorps qui sont capables de neutraliser ou de contrer efficacement, donc tout ça c'est fait en laboratoire, contrer efficacement le SARS-CoV-2 et le variant anglais, ça c'est sûr. Après, c'est poser la question du variant sud-africain et là, il y a une publication très récente qui a montré que les personnes qui avaient le covid, s'ils reçoivent une dose, eh bien, elles sont capables de neutraliser complètement le variant sud-africain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que, ça veut dire que, quand on est, si on est vacciné, eh bien d'une part, on est capable, vacciné ou infecté par, le Covid-19, on développe une réponse immunitaire et cette réponse immunitaire, quand on donne un boost, on peut la diversifier pour qu'elle soit capable de neutraliser et le virus et le variant. Donc ça, c'est vraiment moi, je suis très optimiste. J'espère juste qu'on va pouvoir vacciner rapidement et là, c'est vrai, il y a encore des petites, mais malheureusement, donc il faut toujours voir le verre à moitié plein, parce que, on ne s'imaginait pas du tout être vacciné dès le mois de janvier. Et ben, c'est déjà le cas, donc je pense que ça viendra petit à petit et je pense qu'on va arriver, à bout de cette maladie. Ben, c'est sûr, peut-être que ça prendra un peu plus de temps parce que les vaccins, il y en a, ben, l'approvisionnement va prendre du temps, mais il faut rester optimiste. Donc voilà, en conclusion, je suis très optimiste. Bien, donc on a retenu cela et en étant très optimiste, quand on en aura fini, avec la COVID-19, est-ce que vous avez un axe de recherche, pour laquelle vous êtes, très impatiente parce que finalement vous avez abandonné vos recherches habituelles pour vous vouer à la Covid-19. Donc comment est-ce que dans un laboratoire, on va revenir à des choses un petit peu plus normales? Ou est-ce que finalement, on va se dire: «Tiens, la Covid, c'est un bel exemple, de pandémie, donc ça nous donne plein de voies d'études, nouvelles auxquelles on ne pensait pas». Alors Quel est effectivement, oui, vous l'avenir? avez Voilà. l'avenir. Alors, j'avoue que ça nous a ouvert à tellement de nouveaux projets encore, je dirais presque, où on découvre chaque jour des choses différentes avec le Covid. Je ne suis pas certaine finalement qu'on va abandonner tout de suite après la pandémie puisque maintenant j'ai des thésards qui ont pris leur sujet là-dessus, mais on va quand même venir à notre recherche. Donc nous, dans mon équipe, on travaille beaucoup sur les virus des immunodéprimés, en particulier un virus qui s'appelle le Beta-virus. Et quand on avait juste avant la pandémie, on avait initié deux grands projets. Le premier pour lequel on a reçu un financement ANR, qui était de produire des anticorps monoclonaux spécifiques qui peuvent être donnés comme un traitement pour les greffés, pour qu'ils ne développent pas cette infection qui peut leur faire perdre leur rein. Et en parallèle, nous avons également obtenu un financement de plus par le PHI national pour faire une étude multicentrique pour justement évaluer l'efficacité, là aussi, cette fois-ci, d'immunoglobuline polyclonale en prévention chez le greffé rénal. Donc là aussi, ce sont des sujets qui faisaient partie des sujets de thèse que doit continuer. Et je pense, j'espère, notre équipe est en train de s'étoffer aussi parce que vu les projets, et j'espère qu'on va continuer sur ces deux axes.
en parallèle. Voilà, merci. Alors vous savez Samira, on dit souvent: «Jamais 2 sans 3». Alors j'espère que la troisième fois, ce sera pas à nouveau sur la covid et qu'on pourra parler de toutes vos autres recherches, en vous remerciant une nouvelle fois de votre intervention efficace et qui nous en apprend toujours un peu plus, sur ce monde qui nous entoure. Voilà, merci et bon courage pour la suite et Merci pour toutes beaucoup. ces recherches. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt. À bientôt.